Je vais commencer cette histoire en vous présentant l'un des protagonistes, l'odieux Mark Schatzl. On peut dire que les faits du bon goût et du raffinement ne se sont pas penchés sur le berceau de celui qui s'est fait tatouer sur les points « Fuck the world » ou encore « Tous les flics sont des bâtards ». Lui qui s'est rebaptisé sur Instagram Mark Dirty White. Dirty White ayant une double connotation, c'est l'argot de cocaïne, mais peut-être aussi fait-il référence aux Dirty White Boys, un groupe de suprémacistes blancs. Pour vous donner une meilleure idée du personnage, il a à la trentaine passé à tabac un frêle adolescent de 17 ans, un combat pour le moins déloyal pour lequel il écopera de 8 mois de prison avec sursis. En 2015, il sera condamné pour vol, bref. Il n'est pas vraiment le genre d'homme à qui on confierait ses enfants les yeux fermés, et ça tombe bien puisqu'il a abandonné ses propres enfants, deux magnifiques bambins qu'il a laissés derrière lui en Allemagne pour aller vivre en Thaïlande. On est loin de l'homme idéal. Il tapera néanmoins dans l'œil de la belle Anna Reid, fille de bonne famille sans histoire. Serait-ce des daddy issues qui l'auraient poussé dans les bras de cet odieux personnage? Cette affaire, c'est un peu l'histoire de la Belle et la Bête, pour ne pas dire la Belle et le clochard, puisqu'alors qu'elle dépensera 50 000 livres pour son amoureux en 3 mois, il en dépensera 45. Et pour la remercier, il la tuera. Voilà. On pourrait d'ailleurs même directement commencer cette histoire par sa morale. Sachez, mesdames, si vous appréciez les mauvais garçons, qu'ils ne sont pas mauvais qu'avec les autres. Ils le seront probablement avec vous aussi. Alors méfiance. Aujourd'hui, la triste histoire d'Anna Reid. Comme je vous le disais en story Instagram, j'ai trouvé cette histoire dans le dernier hors-série du Nouveau Détective. Alors, je ne pouvais pas ne pas le citer, et d'ailleurs, je vous conseille vraiment les hors-séries, ils sont vraiment top. L'histoire du jour commence en janvier 2019 à l'entrée d'une boîte de nuit en Thaïlande. Mark Schatzl, 30 ans, bodybuilder à ses heures perdues, y officie en tant que videur. Et un soir, son regard croise celui de la belle Anna Reid, 22 ans, et c'est le coup de foudre. Mark est littéralement hypnotisé par la belle Anna qui est alors en vacances. Et il va tout faire pour la séduire. Il va l'aborder, la noyer de compliments, et Anna se laisse séduire. Et qui aurait cru que ces deux-là allaient finir ensemble, eux que pourtant tout sépare. Elle, c'est le jour et lui, la nuit, mais ne dit-on pas que les contraires s'attirent après tout? Anna est, comme je vous le disais, une fille de bonne famille, de très bonne famille même, puisqu'elle est l'héritière d'une famille richissime. Sa famille est l'heureuse propriétaire d'un célèbre haras, le haras Copgrove Hall, situé à Harrogate, dans le Yorkshire du Nord, en Angleterre. Un haras de 300 acres fondé par son grand-père, Guy Reid, passionné de chevaux, qui deviendra l'un des plus importants propriétaires et éleveurs de chevaux de course anglais. Et à sa mort, il confiera l'administration de son haras à son fils, Clive, qui n'est autre donc que le père d'Anna. Ce haras permettra à la famille de faire beaucoup d'investissements, elle fera ainsi fortune dans l'immobilier. Alors Anna ne manque de rien, elle est aussi et surtout entourée d'amour. Elle a une grande sœur, Millie. Les deux filles fréquenteront le prestigieux Asheville College, dont les frais de scolarité dépassent tout de même les 14 000 livres à l'année. Et Anna va très tôt se passionner pour l'équitation, forcément, elle a ça dans le sang. Elle deviendra une excellente cavalière, mais pas que. Elle est passionnée par le sport en général. Elle pratiquera de manière presque compulsive la natation, le ski, etc., etc. Elle est décrite comme sociable, spontanée, gentille. Elle aime prendre soin de ses proches, n'hésitant pas à être très généreuse avec eux. Et c'est d'ailleurs ce qui la perdra. Elle est aussi décrite comme brillante, belle et pétillante. Il n'y a donc pas le début du nombre au tableau, mais voilà, crouler sous l'argent ne veut pas dire qu'on croule sous le bonheur. La pauvre va perdre en 2014, à seulement 17 ans, sa mère, la douce Marie. Et c'est le choc, car personne ne pouvait s'attendre au décès de cette mère de famille attentionnée de seulement 49 ans. Elle était alors en pleine santé, mais la pauvre, en rendant visite à Anna, qui venait alors tout juste de s'installer dans son propre appartement, non loin du domicile familial,
Eh bien, la pauvre va faire une banale chute dans les escaliers, pas n'importe quels escaliers, ils sont en pierre. Ce sont les escaliers de chez Anna, et la pauvre va se cogner la tête, ce qui va provoquer une rupture d'anévrisme, et elle ne survivra pas. Une mort aussi brutale qu'imprévisible. Et le monde d'Anna s'écroule, comme le dira un proche à elle. À partir de ce jour, elle va dérailler. Elle se sent coupable, elle ressasse sans arrêt la mort de sa mère. Elle se dit qu'elle serait toujours en vie si elle n'avait pas insisté pour prendre son indépendance, si elle n'était pas venue lui rendre visite. Bref, Anna d'ordinaire si vive et si joyeuse dégagera désormais une sorte de mélancolie qui ne la quittera plus. Elle fait la fête pour oublier. Elle va néanmoins décrocher son bac avec brio, puis rejoindre l'université pour un cursus scientifique. Puis elle va décider de prendre une année sabbatique offerte par son père à l'occasion de son 21e anniversaire. Elle veut souffler pendant 1 an avant de réintégrer l'université afin d'y continuer son cursus en mathématiques. Elle a toujours voulu suivre les pas de sa mère, qui était professeure de mathématiques. Mais Anna veut voir le monde, elle veut être libre, elle veut profiter de la vie avant de réintégrer ce cursus ô combien difficile. Mais elle ne perdra jamais la main pour autant, puisqu'elle ramènera avec elle ses livres de mathématiques pour rester au niveau pendant cette année sabbatique. Et c'est durant cette année-là, alors qu'elle vient de fêter ses 22 ans, qu'elle fait le choix de se rendre en Thaïlande, après être allée en vacances en Méditerranée, à Singapour, etc. Farniente et Fiesta sont au programme et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée devant l'établissement thaïlandais où était alors employé Marc, une force de la nature d'1,90 m pour 110 kg. Ils ont échangé un regard, puis quelques paroles, puis ils ne se sont plus lâchés. Et Marc, vous l'avez déjà compris, c'est tout l'inverse d'Anna. Il est né à Gestetten, dans le sud-ouest de l'Allemagne. Il va dès l'adolescence mal tourner. Il se plonge tout autant dans la musculation que dans les bagarres de rue. Il aime intimider ses congénères. Et gare à celui qui ose le contredire. Il a de fortes chances d'être passé à tabac. Marc est égoïste, il est narcissique. Il peut passer des heures entières à s'admirer dans une glace. Il a un tempérament impulsif et violent. Il est même décrit comme méchant. La prison était devenue sa 2e maison. Il n'aura de cesse d'y faire des allers-retours. Suprématiste blanc, il a néanmoins le cœur noir, sans compter que c'est un radin de la pire espèce, qui n'hésite pas à vivre au crochet de ses compagnes, à les plumer même. Il ne paiera jamais 1 centime, par exemple, de pension alimentaire à ses 2 enfants. Mais ce pathétique personnage, paradoxalement, plaît beaucoup à la gente féminine. Il n'aura de cesse de se vanter du nombre vertigineux de femmes qu'il a réussi à mettre dans son lit depuis son adolescence, des centaines et des centaines de femmes, sensibles à son côté bad boy qu'il se plaît à entretenir en se rasant le crâne et en se faisant régulièrement tatouer partout, sur tout le corps, y compris le visage, où il se tatouera en plein front le mot « guerrier ». Il est parti s'installer en Thaïlande, donc, peu de temps avant les faits. Alors avec quel argent ça, nul ne le sait. Son ex-compagne dira « Je me suis toujours demandé comment il pouvait se permettre un tel style de vie, lui qui n'avait pourtant aucun revenu régulier. » Et on pense que c'est suite à une fraude à l'assurance qu'il a pu se permettre de lui aussi aller en voyage avant de s'établir en Thaïlande. Il laisse derrière lui ses 2 enfants nés d'une précédente union, mais il dépense petit à petit son argent issu de diverses fraudes et en Thaïlande, il décroche donc un poste de videur de boîte de nuit. Et très vite, il va se rendre compte que la jolie Anna, en plus d'être jolie, est très riche. Et ça tombe bien. Il est sans le sou et il aime l'argent. Anna a conscience qu'ils n'ont pas les mêmes moyens et comme elle a l'habitude de le faire avec ceux qu'elle aime, elle va le gâter sans compter. Tant et si bien que, comme je vous le disais, Marc ne touchera plus à son portefeuille. Vivant une relation passionnelle, ils s'envoleront aux Émirats, au Vietnam, etc., etc. Alors qu'Anna avait l'habitude de dépenser 4000 livres par mois, ce qui est une coquette somme, mais qui n'est pas grand-chose, pour une fille de multimillionnaire, à partir du moment où elle rencontre Marc, ses dépenses vont s'intensifier. Monsieur s'habitue vite au luxe, costard sur mesure, bijoux, penthouse, champagne, dîner gastronomique.
Il vit la grande vie. Et après quelques semaines, le couple décide de se rendre à Berlin. Ils vont d'hôtel en soirée. Après tout, dans 5 mois, Anna retournera à l'université. Alors elle compte bien en profiter avec son cher et tendre. Puis quelques semaines plus tard, le couple décide de partir en amoureux en Suisse, où ils s'établissent à l'hôtel La Palma au lac, à Locarno. Ils arrivent le mardi 9 avril 2019. Cela fait alors à peine 3 mois qu'ils ont entamé leur relation, 3 mois au cours desquels Anna a littéralement rincé sa sangsue, dépensant la coquette somme de 50 000 livres. Sans compter qu'elle vient tout juste de recevoir 30 000 livres de la part de son père en guise de cadeau d'anniversaire, ce qui n'avait pas échappé à Marc. Ils rejoignent alors leur hôtel 4 étoiles de 68 chambres et Anna n'hésitera pas à payer plus pour avoir une chambre surclassée avec vue sur les Alpes, la fameuse chambre 501 située au dernier étage de l'hôtel. Le soir même, les amoureuses s'en vont dîner en ville, au très chic Osteria Nostrava, dîner au cours duquel ils partagent une bouteille de champagne à plus de 150 livres. Le couple regagne leur chambre vers 2h30 du matin. Alors, que s'est-il passé ? Dans le huis clos de leur chambre, ça, impossible de le savoir, une chose est sûre. Leurs voisins de chambrée entendront des bruits sourds, ainsi que des éclats de voix. Une grosse dispute vient de toute évidence d'éclater. Des bruits de verre cassés se font entendre, des bribes de dispute s'échappent de la chambre, les voisins entendent distinctement le mot « argent », ce qui laisse supposer que le motif ou l'un des motifs de la dispute est d'ordre financier. Puis Anna est entendue criant « Are you kidding me ?» ou « Are you killing me ?» Les voisins ne savent pas très bien. L'un signifie « Est-ce que tu te moques de moi ?» alors que l'autre signifie « Est-ce que tu es en train de me tuer ?» On découvrira plus tard que la prise du téléphone de la suite a été arrachée, les chaises ont été jetées, elles ont été retrouvées à terre, et l'un des voisins dira que la dispute était si impressionnante à entendre qu'il s'est posé la question d'aller voir, que la femme paraissait être en danger mais qu'il a eu peur et qu'il est finalement resté prostré dans sa chambre. Probablement que les autres occupants des chambres voisines ont pensé pareil, néanmoins, ils sont plusieurs à prévenir la réception, au point qu'un employé est alors parti frapper à la chambre du couple pour les calmer. Ils se sont calmés, puis le tapage a repris de plus belle. Puis, plus un bruit. Tout semble être revenu à la normale. Il est alors aux alentours de 4h du matin. Et c'est à 6h30 du matin que Marc se précipitera vers l'ascenseur, puis vers la réception, pour appeler au secours. Il explique qu'Anna est très malade et qu'elle a besoin d'aide. Il demande s'il y a un médecin dans l'hôtel. L'homme est tellement paniqué que le réceptionniste appelle sans attendre les urgences. Le personnel se précipite dans la chambre où la pauvre femme gît inconsciente sur le sol de la salle de bain. Elle ne respire plus. Les secours arrivent en un temps record. On lui prodigue les premiers secours, mais c'est trop tard. Anna est déclarée morte. Et la police suisse arrive sans tarder. Qu'a-t-il bien pu arriver à une jeune fille sportive, sans aucun problème de santé et dans la fleur de l'âge? Ça, seul Marc le sait, et il va expliquer ce qu'il s'est passé, selon lui, aux enquêteurs. Il explique que c'est un accident, que ce soir-là, dans la salle de bain, les deux ont eu une partie de jambe en l'air un peu spéciale, comme il leur est arrivé moult fois de le faire, qu'il a pris une serviette, qu'il l'a enroulée autour de sa gorge, car elle aimait bien ça. Il explique qu'Anna était une adepte de sexe extrême, et qu'elle n'avait de cesse de lui demander de serrer toujours plus fort, et que les choses ont dérapé. Il s'est alors rendu compte qu'elle ne respirait plus. Il a dit, je cite, « Soudain, elle a cessé de bouger, sa langue sortait et j'ai essayé de la réanimer. » Paniqué, c'est ensuite à ce moment qu'il s'est précipité à la réception pour appeler à l'aide. Or, cette version sera rapidement contredite par le médecin légiste. Il estime la mort de la jeune femme non pas aux alentours de 6h30, heure à laquelle Marc a donné l'alerte, mais aux alentours de 4h du matin, soit 2h30 avant. Ce qui coïncide avec les témoignages des voisins qui estiment que la dispute a pris fin dans ces eaux-là. D'autre part, Anna présentait des hématomes, ainsi que de petites coupures, ça et là, sur le corps. Hématomes et coupures absents sur le dernier cliché d'elle, ce qui laisse penser qu'une altercation physique a bien eu lieu entre les deux. Mais alors, pourquoi Marc ment-il et aussi pourquoi a-t-il mis 2h30 avant de donner l'alerte? Marc ne changera jamais de version, il affirme avoir dit la vérité, même si les éléments d'enquête prouvent le contraire. Marc est alors accusé de meurtre et il est écroué dans l'attente
de son procès. Et voici ce qu'il s'est vraisemblablement passé selon les enquêteurs. Selon eux, une dispute a éclaté autour de l'argent ce soir-là, et Anna aurait menacé Mark de le quitter. Mark ne l'aurait pas supporté et l'aurait étranglé avec une serviette. Qu'a-t-il fait pendant les 2h30 de battement? Impossible de le savoir, mais un élément nouveau va venir accréditer la théorie des enquêteurs et apporter un peu plus de lumière sur les événements. 5 mois après les faits, le personnel du La Palma va contacter les enquêteurs. Ils ont retrouvé, bien planquée dans le faux plafond de l'ascenseur de l'hôtel, une carte de crédit. Et cette carte de crédit est au nom d'Anna Reed. Et comment l'oublier? C'est elle qui est morte 5 mois plus tôt. Alors pour les enquêteurs, le mobile du crime se confirme. Selon eux, Mark a caché la carte de crédit d'Anna dans l'espoir de plus tard venir la récupérer pour siffler le reste de l'argent de la jeune femme. Et il sera établi qu'il a caché la carte d'Anna quelques heures seulement avant sa mort. Donc alors qu'Anna était toujours en vie, Mark se justifiera en disant que c'était une blague qu'il avait fait à Anna. Cacher sa carte de crédit dans le faux plafond de l'ascenseur, c'était pour rire, ha ha ha. Et il dit qu'il lui a déjà fait le coup. Mais selon les enquêteurs, il ne fait aucun doute que la carte bancaire a été soigneusement cachée à cet endroit, car Mark prévoyait sans doute de partir à la cloche de bois, mais qu'en remontant dans la chambre, entre-temps, Anna s'en était aperçue. Elle l'a alors confrontée. On pense que c'est à ce moment qu'elle a alors jeté sa bague que Mark lui avait offert avec son propre argent, bien évidemment. Cette bague sera retrouvée sous le lit, symbolisant alors la rupture entre les deux. Mark aurait vu rouge et se serait attaqué à Anna, qu'on a découvert avec des marques de doigts sur le visage. Mark proteste encore et encore, mais c'est devant un tribunal qu'il devra désormais s'expliquer. Et son procès s'ouvre en octobre 2021, et l'enjeu est de taille pour Mark. Il plaide l'homicide involontaire, mais la procureure, elle, plaide l'homicide volontaire. Le père et la grande sœur d'Anna seront tout à fait incapables de faire le déplacement. C'est tout simplement trop douloureux pour eux, ils ont le cœur brisé. Mais le père transmettra néanmoins une magnifique déclaration au sujet de sa fille qui dira, entre autres, « Anna éclairait une pièce quand elle entrait et elle aimait danser, elle aimait ses amis et elle prenait toujours soin d'eux. Ses amis savaient qu'ils pouvaient compter sur elle et elle était très généreuse et quand elle est morte, c'était son dernier été de liberté avant de revenir à la réalité. » Lors du procès, Mark réitère sa version des faits. Il dira, je cite, « Anna adorait quand je l'étranglais. » Il dit qu'il n'y est pour rien et qu'il l'aimait de tout son cœur. Son ex-compagne, mère de ses 2 enfants, volera à son secours. Elle explique qu'elle est certaine que jamais Mark n'aurait tué Anna et que jamais il n'a été violent avec elle. Elle le croit, je cite, à 99% innocent. La procureure Petra Canonica Alexakis a raconté comment Mark avait volé la carte de crédit d'Anna quelques heures seulement avant de la tuer. Comment il l'a ensuite cachée dans un panneau de plafond de l'ascenseur de l'hôtel pour être découverte ensuite 5 mois plus tard. Elle explique que le mobile de meurtre est probablement financier car quelques jours avant sa mort, l'imprudente Anna avait informé Mark qu'elle venait de recevoir 30 000 livres d'un parent en guise de cadeau d'anniversaire. Et à contrario, la banque de Mark avait, elle, à ce moment même, bloqué sa carte de crédit. Et il avait l'équivalent de seulement 163 livres dans sa poche, sans compter qu'il était endetté à hauteur de plus de 40 000 livres. Selon la procureure, il prévoyait donc de voler son argent puis de partir. Mais Anna s'en serait rendue compte. La procureure a énuméré les sommes dépensées par Anna. Elle explique qu'en février, elle a dépensé 9 500 livres, puis le mois suivant, elle a dépensé 29 200 livres et en avril, elle a dépensé 10 200 livres, alors même qu'elle est morte le 9. Selon elle, Anna se serait donc aperçue du vol et se sentant trahie, elle aurait manifesté sa volonté de rompre avec Mark, ce que Mark n'aurait pas supporté. Et à l'issue du procès, Mark sera condamné à 18 ans de prison ferme. Et le juge déclara, je cite, « Cette femme a été tuée intentionnellement. Une mort par strangulation n'est pas instantanée. Celui qui la cause a le temps de voir le temps passer, le temps de voir la victime suffoquer, mais il ne s'est pas arrêté. Il a tué une jeune femme qui lui a donné de l'amour et de l'argent, mais se sentant abandonné, il a été incapable de contenir sa frustration. »
Fin de citation. Et je vais terminer cette histoire par un triste détail. Sachez que dans la fameuse chambre d'hôtel d'Anna, une photo froissée de Marie, sa maman, a été retrouvée sous son matelas. On pense qu'Anna l'avait toujours avec elle, partout où elle allait, et qu'elle l'avait mise sous le matelas comme pour avoir sa mère toujours auprès d'elle. Donc pas de daddy issues dans cette affaire, simplement une jeune fille qui a perdu pied lorsqu'elle a perdu l'amour de sa vie, le vrai, sa mère. Peut-être ou peut-être pas que cette perte a joué un rôle dans cette affaire, la poussant dans les bras de cette brute, comme pour remplacer l'amour de sa mère, qui sait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en barre de commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrime Sisters. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.